Bonjour à toutes et tous sur la chaîne du Moniteur Automobile. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Audi la plus vendue en Belgique en 2025, l'Audi Q6 e-tron. Plus spécifiquement ici, la version Sportback avec le profil un peu de coupé. Alors bien entendu, avant de vous parler de cette voiture en détail, vous n'oubliez pas, on s'abonne, on active les notifications, c'est très important pour nous. Alors cet Audi Q6 e-tron, s'il n'est pas le premier modèle électrique de la gamme, il est le premier modèle à inaugurer la nouvelle ligne stylistique d'Audi pour ses modèles de grande série. Plus spécifiquement, on retrouve un nouveau style à l'avant, moins taillé à la serpe, vous voyez, un peu plus organique. On a toujours la calandre, la fameuse calandre single frame ici, mais avec une nouvelle interprétation, plus large, moins haute. Ça n'est pas spécifique aux versions électriques, puisque les nouveaux modèles thermiques adoptent également ce même style, mais avec des petits trous ici, bien entendu. Seule spécificité qu'il y a sur les modèles électriques par rapport aux modèles thermiques, c'est au niveau des phares, puisqu'ici on a un élément avec la signature diurne là, et les phares à proprement parler qui sont dans un bloc séparé. Sur les modèles thermiques, tout est réuni sous un même ensemble. Ici, on peut également constater qu'on a toujours une voiture avec une certaine stature, une certaine sportivité dans la face avant, avec notamment le dessin des boucliers ici, avec des prises d'air qui sont totalement fake ici. Pas de rideau d'air classique, en tout cas au niveau des prises ici. Et vous le voyez, une face avant assez fermée, puisqu'il n'y a que la partie basse qui s'ouvre ici avec des volets actifs également pour gérer à la fois l'aérodynamique et la gestion thermique de la batterie. Une nouvelle génération ici d'optique matricielle LED avec tout un tas de petits éléments comme vous pouvez le constater, et ça n'est pas innocent puisqu'Audi vous permet de configurer un petit peu l'affichage, la signature lumineuse de votre voiture aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. C'est assez ludique, mais bon voilà, on joue souvent une fois avec et puis c'est tout. Ici on a une version Sportback donc qui se différencie par un toit en pente douce ici, qui améliore l'aérodynamique puisqu'on a un CX de 0,26 contre 0,28 pour la version normale, SUV normale on va dire. Mais surtout, on voit que ça reste un beau bébé. On est quand même dans une Audi avec un 6 dans le nom. Et forcément ici, on est quand même à 4,77 m de long pour 1,94 m de large et 1,67 m de haut. Donc c'est quand même pas mal avec un empattement, voiture électrique a priori, 2,89 m. C'est plutôt généreux, mais c'est quand même pas non plus un record dans la catégorie. Et donc on voit surtout ici qu'avec ce nouveau style plus organique, Audi joue plus sur les volumes que sur les plis, à part pour marquer les ailes, bien entendu. Et surtout, il y a un petit détail qui doit permettre d'identifier directement une Audi électrique d'une Audi à moteur thermique, c'est cet élément-ci. Forcément, on a une voiture toute noire, donc ça ne se voit pas, mais ici, c'est un insert noir qui est là pour rappeler qu'il y a une batterie dans le plancher et il est écrit en plus e-tron ici. Il y a un petit peu de fluidité également puisqu'on peut voir que la ligne revient ici avec le petit détail ici, les nervures qui se retrouvent ici pour se prolonger à l'arrière. Concernant les jantes, sur cette version, on est quand même à du 20 pouces. Elles ont l'air petites, je sais, mais c'est du 20 pouces. Et petite chose intéressante, les pneus sont moins larges à l'avant qu'à l'arrière. C'est une propulsion dans le cas présent. Alors à l'arrière, Audi a beau parler d'un style inédit quand il a lancé ce modèle-là, on ne montrera pas de l'esprit qu'il y a quand même de très gros airs d'Audi e-tron GT dans le traitement des ailes et l'intégration des feux. Les feux ici aussi, forcément, on joue sur les facettes, vous le voyez ici, pour pouvoir afficher différents motifs, un peu comme à l'avant, et notamment des petits triangles quand vous mettez les quatre feux pour signaler un problème ou lors d'un freinage plus violent. On remarque sur cette version Sportback un petit béquet intégré ici qui améliore l'écoulement de l'air. C'est très important sur une voiture électrique, mais ça apporte également de la stabilité au train arrière de la voiture. Bon alors, puisqu'on est à l'arrière, autant regarder un petit peu. Et donc voilà le coffre. Ici forcément il est un peu moins généreux que dans la version classique, mais Audi annonce tout de même 511 litres de contenance ici, qu'on peut reporter à un peu plus de 1370 litres quand on rabat la banquette, et s'ajoute à ça un frunk. Mais ici dans le cas présent, voilà le coffre, vous voyez une belle profondeur, ça c'est bien. On peut mettre 1, 2, 3 bacs a priori sans trop de problème, comme ça vous pouvez visualiser. Par contre il y a des petites choses qui sont un peu moins bien. La première, c'est que le plancher, déjà, en lui-même, n'est pas totalement plat. Donc, vous voyez ici, hop, je peux rentrer ma main sans problème en dessous. Donc, ça, c'est pas top. Première chose. Deuxième chose, on va bouger le bac. On peut voir ici qu'il y a un plancher, mais qui ne se sort pas. Donc, il n'y a pas d'espace en dessous, à part ici, pour les outils, l'installation audio optionnelle. Mais par contre, c'est bien parce que ça permet de ranger cet élément-ci. Alors, il faut comprendre un petit peu la cinématique au départ, mais une fois qu'on a compris le truc, on peut voir qu'effectivement, ça n'a pas été mal pensé. Hop, on fait comme ça, on est tranquille, c'est rangé. Donc ça, c'est pas mal. La banquette est bien entendu rabattable en 3 parties. On voit qu'il y a une certaine continuité, mais là aussi, vous voyez, hop, ça remonte,
c'est pas exceptionnel. Et puis pour une Audi, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve que des petits détails comme ça, c'est quand même pas très premium. C'est un petit peu dommage, surtout quand on verra le prix de la voiture à la fin de cette vidéo. Bon, alors déjà pour rentrer dans cette version Sportback, faites attention parce que bon, la découpe du toit ici, la pente du toit n'aide pas. Le siège avant est réglé pour ma position de conduite, 1,78 m. Donc vous voyez que derrière j'ai de la place. C'est pas extraordinaire non plus par rapport au gabarit extérieur du véhicule, mais j'ai de la place en confort. Je peux plus ou moins glisser mes pieds en dessous, donc ça c'est bien aussi, sachant que le siège là est réglé au plus bas. C'est bien, c'est pas exceptionnel, mais surtout là où le bas blesse, c'est au niveau de la garde au toit. Moi je suis pas grand, je l'ai dit, 1,78 m, et bon j'ai 2 doigts d'épaisseur, quoi, hein, donc sachant que c'est encore empiré ici par le toit panoramique optionnel, c'est pas de série, qui vient manger un petit peu de garde au toit. Pour le reste, on est plutôt bien assis sur cette banquette, il faut le reconnaître. La position est plutôt ergonomique. Alors au niveau des aspects pratiques, on peut voir qu'on a des filets, vous voyez, c'est bien, mais ce n'est pas exceptionnel. Il faut savoir qu'il y a un creux ici qui a été fait dans le siège pour augmenter l'espace disponible pour les genoux, mais donc ce n'est pas pratique. Et si vous avez un objet plus rigide que le moniteur automobile, forcément ce ne sera pas idéal. Les filets, vous savez ce que j'en pense, je trouve que c'est une mauvaise idée, surtout quand on a des enfants qui ont des objets qui passent à travers, etc. C'est un petit peu catastrophique. Au niveau du bac de porte, c'est plutôt généreux. Par contre, ça ne peut pas vous empêcher de remarquer un gros problème de cette voiture, comme de la plupart des Audi électriques. Vous allez voir notre vidéo où on comparait l'A6 thermique à l'A6 électrique en version break, c'est la qualité des matériaux. Clairement, on est dans du plastique dur pratiquement partout. C'est totalement indigne d'une voiture de cette gamme-ci et du prix auquel elle est proposée. On en parlera à la fin de la vidéo. L'ergonomie est bonne, c'est pas ça. Les matériaux ici sont plutôt sympas directement au toucher, même si c'est dur. On a un petit peu de faux cuir ici. Mais voilà, là, à un moment donné, je suis désolé, on est quand même dans une Audi 6, Q6 dans le cas présent. Donc ça, c'est pas top du tout. Clairement, je suis assez déçu sur ce plan-là. Même là, je veux dire, c'est pas quelque chose de très qualitatif. Au niveau du toit, ça passe encore, même si on sent que c'est du plastique et pas du tissu. C'est un peu décevant, mais bon. Vous voyez ici, hop, le niveau de qualité n'est pas non plus exceptionnel, mais on a la possibilité de régler l'orientation du flux d'air chaud ou d'air froid et de choisir sa température ici. Il y a une petite commande tactile, pourquoi pas, avec la possibilité également d'avoir les sièges chauffants à l'arrière. C'est une option, on le précise, mais c'est une bonne option dans le cas présent. Voilà un petit peu. Terminons par l'aspect banquette. La place du milieu n'est pas exceptionnelle. On n'est pas trop mal assis, mais donc je le disais, moi avec mon petit 1,78 m, je dois me baisser, sinon je touche le toit. Donc ça, c'est pas top. Le plancher n'est pas parfaitement plat, mais c'est pas gênant. On a la couloir ici, mais avec le côté peu pratique d'avoir les porte-gobelets là, c'est mieux quand ils sont insérés ici. Oh, ça m'énerve. Eh oui, en 2024, il y avait encore des designers qui pensaient que ça faisait premium de mettre du piano black quelque part dans un habitacle. Grave erreur, mais bon, ils ne sont pas les seuls à le faire. Voilà, maintenant on est à l'intérieur, à l'avant. Voyons voir un peu ce que ça donne dans cette Audi. Vous avez vu, je n'étais pas hyper convaincu par l'arrière en termes de qualité de matériaux d'abord, principalement. On va voir si c'est mieux ici. Alors là, matériaux moussés, plastique dur et plastique très dur, très bas de gamme ici. C'est très cheap. Ça, c'est vraiment pas au niveau. C'est pas une surprise, hein. On l'avait déjà vu dans la vidéo avec l'A6 Avant e-tron. Et alors, ce dont je ne suis pas convaincu non plus, qui avait été introduit par ce Q6 dans sa version normale ou Sportback, c'est ce module ici qui regroupe toutes les commandes liées au rétroviseur, au verrouillage et ainsi de suite, et même au phare ici. Alors, l'idée en elle-même est bonne. Le seul truc qui ne me convainc pas moi ici, c'est que grosso modo, on a un seul panneau qui reprend toutes les commandes. Et puis de nouveau, c'est du piano black. Piano lac en réalité le vrai nom, et donc c'est propice aux traces de doigts, etc. Vous en conviendrez, c'est pas ce qu'il y a de plus haut de gamme. Par contre, ça partait d'une bonne intention parce que le but était d'épurer le champ de vision, c'est-à-dire quand vous avez les accastillages mobilier ici, ne pas avoir des commandes qui viennent dedans. Très bien, mais alors j'ai deux questions. La première, pourquoi ces petits éléments ici qui servent pour des inserts pour une commande, on ne sait pas laquelle, puisque normalement il ne doit pas y avoir de commande ici, pour quelle option? Allez savoir, première chose. Et deuxièmement, si tu veux épurer le bazar, pourquoi est-ce que tu tapes des écrans partout? Parce que là, il y en a un énorme ici, plus un troisième là, on va revenir dessus. Même chose pour le volant. J'aime bien la forme
quitte à ce qu'elle soit un peu bizarre, autant qu'elle ait un côté un peu graphique, et là c'est pas mal, avec l'élément ici un peu travaillé façon métal brossé, je trouve ça sympa. La prise en main du volant est très bien, franchement, les branches fines, etc. Là-dessus, c'est vraiment chouette. Les commandes, a priori, sont ergonomiques pour régler la régénération. On verra en conduisant si c'est le cas, mais ça a l'air bien. Les commodos sont bien placés. Venons-en maintenant à l'autre grande nouveauté introduite par cette génération de Q6 e-tron et reprise depuis sur tous les nouveaux modèles d'Audi. On a le grand module ici qui reprend un peu la forme apparemment de la Calandre single frame, admettons, soit, avec un compteur numérique ici de 11,9 pouces, un écran central d'infodivertissement de 14,5 pouces et encore la possibilité d'un troisième écran, on l'a ici, de 10,9 pouces face aux passagers. Donc déjà, l'intégration des trois, c'est pas exceptionnel, mais bon, soit. L'avantage, par contre, ça j'aime bien, c'est que l'écran ici est incurvé, donc orienté vers le conducteur. Et ça, c'est très bien, à la fois en termes de qualité de vision, de visibilité, et pour pouvoir atteindre tous les éléments de l'écran, ça c'est bien fait. Au niveau ergonomie, on est plutôt pas trop mal fait, avec toutes les informations liées à la conduite qui se retrouvent ici, et la possibilité de régler son volant pour avoir une bonne visibilité. Moi j'aime bien avoir mon volant un peu bas, je ne vois pas trop la partie haute du compteur, mais ce n'est pas dramatique en soi, puisque les informations importantes se trouvent plutôt dans la partie basse, c'est-à-dire la consommation, et ainsi de suite. Concernant le module d'infodivertissement, il est en deux parties. Il y a d'abord la partie ici qui reprend les raccourcis, c'est ce qu'on appelle du one layer, avec les raccourcis permanents vers la climatisation dans la partie basse ici, et vers les différents menus principaux. Donc on a le menu recharge ici, avec la possibilité de voir un petit peu consommation, optimisation de la recharge, etc. On a tout ce qui est lié au téléphone, à l'Apple CarPlay ou Android Auto sans fil, bien entendu, ici, il n'y a pas de souci. L'écran de base qui intègre à la fois, ça c'est configurable, vos raccourcis, vos informations génériques ici et la navigation là, ou alors l'accès à toutes les applications. Concrètement, je vais dire au niveau ergonomique, il y a un vrai plus par rapport à ce qui était proposé avant et c'est plutôt très bien fait. Ça demande un petit peu d'habitude au début, forcément, parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités, mais on s'y habitue très vite et donc ça, c'est un très bon point. Le point moins convaincant, c'est ce troisième écran. Moi, je ne suis pas du tout convaincu que ça ait une grande utilité. Maintenant, chacun jugera pour sa chapelle. Donc voilà, bilan mitigé également à l'avant. Pas de problème au niveau de l'ergonomie et de la qualité de l'interface. Là, c'est très bien fait. Le volant très agréable et l'interface est relativement bien faite, même si ce n'est pas le plus agréable à utiliser dans ce niveau de gamme-là. Mais de manière générale, on est plutôt bien, mais pas aussi bien qu'on pourrait l'espérer dans une Audi Q6. Bon, maintenant, avant de démarrer, de voir un peu ce que ça donne quand on roule, parce que ce sera quand même le jugement le plus important avec cette voiture, parlons un peu technique. Donc, il faut savoir que cette Audi Q6 e-tron, et dans cette version Sportback également, inaugurait la nouvelle plateforme du groupe Volkswagen pour les véhicules premium électriques, la PPE, Premium Platform électrique, on ne peut pas faire plus simple comme nom, qui est également partagé entre autres avec le Porsche Macan électrique et maintenant le Porsche Cayenne électrique. De série, normalement, vous avez une recharge en 11 kW pour la recharge AC, donc sur courant alternatif. Mais en option, vous pouvez avoir 22 kW. Et la petite astuce que moi j'aime beaucoup, c'est que pour la recharge AC, vous avez un port de recharge à droite et vous en avez un à gauche. Toujours pratique dans les parkings souterrains par exemple, ou chez vous en fonction de là où est la borne, où est placée la borne. Idem en ville par exemple, donc ça c'est bien vu. En recharge rapide, DC, l'architecture 800 volts permet une recharge plutôt rapide puisqu'on peut monter jusqu'à 270 kW. Vous allez me dire, il y a des tas de modèles maintenant qui font 350, 400 ou quoi, mais 270 c'est déjà pas mal, sachant que la plupart des bornes chez nous de toute façon ne permettent pas de faire beaucoup plus. Audi annonce 21 minutes pour passer de 10 à 80% dans les conditions optimales. Nous, on a réussi à le faire en 23 minutes, ce qui est déjà plutôt pas mal du tout et plutôt correct au vu de la capacité de la batterie qui est plutôt conséquente. Donc là, c'est un très bon point pour cette voiture. Est-ce que ça roule bien aussi? Ici, dans cette version-ci, nous sommes avec la version performance, 306 chevaux pour environ 480 Nm de couple, ce qui est largement suffisant. Ça permet de faire un 0 à 100 en dessous des 7 secondes et d'atteindre 210 km/h en vitesse de pointe. Donc a priori, on a des performances qui sont plutôt convenables avec ce modèle-ci déjà. Ça ne nécessite pas d'aller au-delà a priori, mais ça, on va le confirmer en roulant. Première chose, déjà, on peut constater que la voiture est extrêmement silencieuse. Ça, c'est une bonne chose, c'est-à-dire que l'insonorisation a été bien travaillée. On a une très bonne visibilité, la position de conduite est plutôt agréable. C'est pas aussi bas qu'on le voudrait, mais on est quand même dans un SUV qui plus est électrique, donc avec un plancher épais, donc on ne peut pas s'asseoir très très bas de toute façon.
On a un volant qui réagit bien. Vous voyez, hop, il n'y a pas besoin de donner beaucoup d'angle pour que la voiture bouge. Donc ça c'est bien, la démultiplication est plutôt agréable. On n'a pas vraiment de ressenti de ce qui se passe dans les roues avant, c'est normal. Alors moi j'aime les voitures allemandes avec un confort un peu plus ferme. Ce ne sera pas forcément du goût de tout le monde, mais je trouve qu'ici le calibrage est plutôt bon entre fermeté et maintien. Donc ça c'était un bon point. En termes de ressenti, franchement la voiture est agréable, elle est vraiment très fluide dans ses accélérations. On peut conduire de manière très cool. On a des pneus qui ne sont pas trop bas, trop fins. On peut voir ici que le roulis est très bien maîtrisé, ça c'est agréable, sans que ce soit aux dépens du confort de suspension. Au niveau régénération, ici je n'en ai aucune, mais je peux la régler via les deux palettes. À gauche pour augmenter et hop, on a 3 niveaux qui permettent d'avoir une régénération quand même plus forte. Maintenant, ce n'est pas une vraie one pédale. Comprenez par là, voilà, ici je laisse aller la voiture, il n'y a personne derrière, donc on est bien. Hop, on descend, 30 à l'heure, hop, tac, tac, il n'y a toujours personne. Vous voyez, hop, on arrive à 8, tac, elle ne s'arrête pas. C'est presque du 100% one pedal, mais ce n'est pas du 100% one pedal malgré tout. Ici, on a quelque chose qui est plutôt agréable. La voiture est cool, elle est zen. C'est ce qu'on attend d'une voiture de ce type-là. On peut entendre quand on roule un peu sur les marquages ici. On va vérifier. Hop, il n'y a personne devant, personne derrière. Hop, vous voyez. On entend un léger bruit au niveau des suspensions, mais ce n'est pas non plus très marqué, ce n'est pas dérangeant. Ce n'est pas ça qui va vous obliger à parler plus fort pour pouvoir vous faire entendre. Alors, au niveau des aides à la conduite, il y a possibilité de configurer des raccourcis avec notamment, hop, simplement ici, vous venez là, tac, vous appuyez ici et vous pouvez configurer jusqu'à 5 raccourcis. Vous pouvez désactiver et réactiver facilement. Il y a également une deuxième possibilité, c'est-à-dire que dans le menu de base, vous pouvez décider que pour telle fonctionnalité, vous associez ça à la touche raccourci, la petite étoile ici, et alors ça vous active ou désactive directement cette fonctionnalité-là. Moi ici, je l'ai mis sur l'avertissement de dépassement de la vitesse parce que c'est le truc le plus horripilant qu'il y a dans une bagnole moderne. Et donc voilà, là-dessus, c'est bien fait, c'est très pratique. Et donc ça ne nécessite pas de passer par le menu, ça c'est une bonne chose. Vous voyez que la voiture, j'arrive un peu vite dans le rond-point, elle réagit très bien. Il n'y a pas de sous-virage, il n'y a pas de sur-virage, elle est très progressive dans ses réactions. C'est quand même très très agréable. Et au bout du compte, on a un allant lorsqu'on remet les gaz, hop, qui est plutôt très plaisant. Vous serez très vite hors la loi, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup plus de chevaux parce qu'il y a un gros couple disponible immédiatement. Le bilan en général, c'est que c'est une voiture qui répond aux attentes en termes de comportement routier, avec un comportement sain, qui est plutôt agréable même, typé grand tourisme, et surtout un confort qui est plutôt bon, meilleur que ce à quoi je m'attendais après ma première expérience au volant d'une version avec des jantes plus grandes, des pneus plus bas et la suspension pilotée pourtant à l'époque, mais qui était beaucoup plus ferme, presque bout de bois et qui m'avait un petit peu déçu. Ici, je dois reconnaître que sur ce plan-là, la voiture remplit parfaitement son contrat. Donc ça, c'est une très bonne chose. Bon, voilà pour la partie conduite. Maintenant, on va parler de quelque chose qui peut fâcher, c'est le prix. Avec un modèle ici qui est à un peu plus de 82 000 € en version de base tel qu'il est là. Mais avec les options, on arrive à 91 250 € pour le modèle essayé ici. Vous l'aurez compris, ce n'est pas gratuit. Loin de là, ça reste quand même une Audi 6, donc une gamme supérieure. Mais bon, voilà, très honnêtement, est-ce que ça se justifie? Ça dépend un peu aussi de ce que propose la concurrence. Les concurrents naturels, a priori, sont estampillés BMW, Mercedes. Et là, assez curieusement, on arrivera sur des modèles de la gamme en dessous, logiquement, avec le iX3 et le GLC, qui sont censés être le segment inférieur, mais qui en termes de dimension seront assez proches. Et on peut dire clairement qu'en termes de tarifs, ils seront un cran en dessous. Un BMW iX3 par exemple, actuellement dans sa version 50, avec plus de 460 chevaux, est proposé à 70 000 € de départ. Donc on est clairement un cran en dessous. Donc ça fait que ce véhicule-là reste quand même plutôt cher. C'est moins cher qu'un Porsche Macan ou qu'un Maserati Grecale, qui sont de dimensions plus ou moins similaires, mais un cran au-dessus en termes de prestige. Par contre, ça reste nettement plus cher que deux autres alternatives premium, mais différentes, à savoir par exemple le Smart #5, que nous avons déjà essayé, ou le Xpeng G6, de dimensions très similaires également. Il est temps de conclure cet essai avec ce que j'ai pensé de cet Audi Q6 e-tron Sportback. Concrètement, il a des qualités, c'est évident. D'abord sur le plan technologique, avec son architecture 800 volts qui permet une recharge vraiment rapide si on a la borne adaptée. Il y a le côté technologique avec les technologies embarquées, les aides à la conduite bien intégrées,
Et une qualité plus subjective, c'est son esthétique, avec une ligne plutôt réussie, je trouve. Ça ne révolutionne pas le style Audi, mais c'est plutôt bien modernisé. Par contre, ça s'accompagne de certains défauts, dont d'abord une qualité de fabrication qui est loin d'être exceptionnelle à l'intérieur, des aspects pratiques qui, dans cette version Sportback, ne sont pas exceptionnels, avec l'habitabilité à l'arrière, la garde au toit, le coffre qui n'est pas top en termes d'agencement. Et puis surtout, il y a deux autres problèmes, c'est le prix et la conduite qui n'est pas aussi confortable que ce qu'on aurait pu espérer d'une voiture de cette gamme-là. Avant de vous laisser, je vous rappelle, si vous avez aimé la vidéo, on s'abonne, on active les notifications pour ne rien rater des prochaines. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.